Aujourd'hui, au moment où je tourne, c'est le début de l'été. Alors on va parler de sexe et de littérature. Hein. L'idée, elle est simple, elle est venue de la lecture de Volodine, que je continue à lire, à parcourir, et de son dernier, Frère sorcière. Et d'une très très belle scène, et c'est aussi une question qui est plus ancienne, plus lointaine, et en fait j'ai pas énormément de réponses à tout cela, mais on va poser les questions. C'est-à-dire que on sait qu'il existe un prix pour récompenser les pires scènes de sexe littéraire. On n'ose pas en faire dans la vie, ce serait trop humiliant. Je crois qu'Houellebecq l'a eu une fois et qu'il a reconnu et dit que l'exercice est effectivement particulièrement difficile. C'est difficile, je n'ose dire dur, d'écrire une scène de sexe. J'en avais parlé avec Stendhal. Cette rencontre nocturne entre Julien Sorel et Madame de Rênal. Et toutes les ambivalences ironiques de Stendhal pour raconter cette scène. Je vous renvoie à la vidéo, mais à mon avis, je ne mettrai pas le lien, il faudra la chercher. Mais plus globalement, c'est compliqué de raconter ou d'écrire une scène de sexe, alors que c'est plutôt drôle à lire en général, et assez peu excitant. Alors, j'ai pas envie de parler de porno parce que j'y connais pas grand chose. Je voudrais conseiller un livre que je parcours actuellement. La honte sur mon marque-page, c'est du Kinder. Le discours pornographique de Marianne Pavot, avec une belle distinction entre porno-érotisme. Et puis, c'est de la linguistique, en fait. De la linguistique, donc elle est vraiment sur les mots, les structures de discours, voilà, qui enchâssent le porno. Bon, politiquement, je trouve qu'il y a quand même un moment quand elle, dans ce livre, je trouve que Mackinnon est maltraité et bien trop rapidement maltraité. Mais c'est autre chose. En tout cas, c'est facile à lire. C'est pas du tout un livre excitant. C'est un livre qui parle de la façon dont on essaie de provoquer une excitation. Et elle dit, en s'appuyant sur d'autres auteurs dont j'ai oublié les noms, que le porno par rapport à l'érotisme, c'est du texte, ou du discours, au-delà du texte, c'est comme un film, qui vise à une production extra-littéraire ou extra-discursive. Et elle cite, et là je vais le citer moi de mémoire, un auteur dont j'ai donc oublié le nom, qui explique que le porno aurait pour but de créer un état de tension et de manque dont la réalisation serait nécessairement extra-littéraire. Ce que je trouve très drôle, apparemment elle aussi, bon. Mais c'est à peu près ça. Bon, déjà, ça montre qu'il y a un problème au niveau de représenter le sexe en littérature, la sexualité en littérature. C'est déjà, est-ce que l'on essaie de faire quelque chose d'excitant ou pas ? Et je ne crois pas que la scène dans Le Rouge et le Noir soit faite pour être excitante. Elle est faite plutôt pour être amusante ou marrante. Quand on lit la littérature libertine, je pense aux Égarements du cœur et de l'esprit de Crébillon-Fils, au Sofa, enfin au texte de cet auteur, de ce qu'on appelle la littérature gazée, les gravures qui pouvaient accompagner ce genre de texte étaient bien sûr d'une connotation érotique, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de textes qui ont quand même, à partir de ce thème, de ce support sexuel, une intention comique, ironique, alors pas comique de farce, hein, mais du comique de connivence par l'ensemble des procédés utilisés, donc qui sont des procédés donc qui font la littérature gazée, c'est-à-dire les périphrases, les euphémismes, les métaphores, et ça, on avait tous ces dispositifs-là et ces figures-là dans Le Rouge de Stendhal, puisque Stendhal est un homme du XVIIIe qui vit au XIXe. Mais pour le coup, je ne suis pas sûre qu'on soit excité en lisant Les Égarements du cœur et de l'esprit. Je ne crois pas non plus que l'on s'excite en lisant, parce que ça fait aussi partie de la sexualité, à mon avis, mais je sais que tout le monde, et notamment les féministes, ne sont pas toutes d'accord sur ce point-là. On n'est pas non plus censé s'exciter. Quand on lit La maison de l'inceste d'Anaïs Nin, si on lit du Christine Angot autobiographique,
on n'est pas censé être excité quand on lit Anéanti de Sarah Kane, ou quand on le voit. Et là, bien sûr, que représenter le sexe, ce n'est pas forcément représenter des choses qui vont avoir, je peux pas dire pour viser, parce que je ne crois pas à l'intention de l'auteur, mais pour fonction ou pour possibilité d'être excitante. Mais vous avez le droit d'être excité en lisant, je ne sais pas, Le bonheur des dames, parce que vous adorez les tissus, dans la description du magasin. Voilà, ça, après, c'est un effet non programmé par le texte. Et là-dessus, Volodine, dans Terminus Radieux, et je sais pas où j'ai mis mon exemplaire, parce que je perds tout, qui est par là. Ah non, pas l'Impceste, presque. Mais ça, c'est parce que j'ai refait ma bibliothèque. Mais pareil, il y avait un tout petit passage en Terminus Radieux où il était dit qu'il ne décrirait pas une scène de viol. 2 lignes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, au cinéma comme en littérature, la complaisance à la rédaction, à l'écriture de scènes de viol, c'est quand même vachement gênant. Et ça part quand même du principe qu'on partagera ce regard, et là on peut renvoyer à tout ce qui est du Malgaise, je sais pas où j'ai foutu le bouquin qui en parle, mais qui était théorisé pour le cinéma par Laura Mulvey, donc à partir de la pulsion scopique développée par la psychanalyse, mais je sais pas tellement les détails. Le male gaze, c'est le fait d'adopter un regard a priori masculin, on ne parle pas de personnes réelles, hein, on parle d'entités, qui va découper, objectifier les femmes. Alors cette objectification, elle passe donc par le découpage, par le gros plan, au cinéma, mais en fait on a tous ces effets-là en littérature. Et en fait on a pas mal de scènes de sexe qui sont très franchement écrites par des hommes, quand bien même ils mettent des femmes en scène. Et ça se sent, en fait. Enfin, je sais pas, j'imagine surtout quand on n'est pas un homme, mais ça marche pas forcément. Et ça, en fait, ça doit être, je crois, un des premiers écueils sur les scènes de sexe. Alors bon, évidemment, vous pouvez raconter une scène de sexe parce que vous voulez que ce soit marrant, parce que vous allez chercher quelque chose qui va repousser des limites. Bon, ça, c'est tout. C'est sad, mais je vais pas développer sad. Bon, si vous êtes excité au début des 120 journées de Sodome, à la fin, vous l'êtes plus, hein, normalement. Ou alors, vous progressez là-dedans et il y a un truc qui fonctionne moyennement, quoi, et c'est problématique. En tout cas, ce n'est pas de l'excitation comme la prévoit a priori la pornographie ou l'érotisme, et là, les frontières sont floues. Bon, voilà, moins des questions de chic, de gros plan, et en fait de frontalité du rapport. Et alors on m'a dit que finalement c'était pas si mal, mais enfin en feuilletant en librairie du Anaïs Nin, mais pas la maison de l'inceste, je suis tombée, donc voilà, parce que Vénus Erotica, je suis tombée sur des passages évidemment de sexe, puisque c'est le principe, et moi enfin ça m'a juste fait rigoler, quoi. Disant mais c'est ultra factuel, tel événement, tel événement, tel événement, j'ai fait ci, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. Et en fait, ça marchait pas, en tout cas, ouais, bon, c'est sûr que j'étais debout dans une librairie, donc ça marchait pas, mais c'était pas beau, en fait. Et là, il se pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il faut qu'une scène soit esthétique pour être plaisante? Bon, vu le marché légal et illégal du porno en ligne, je pense que non. Est-ce que en littérature, il vaut mieux que ce soit beau? Je pense que oui. Mais une scène de sexe moche peut montrer, dire, révéler des choses sur les personnages, sans parler de l'auteur. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Après, qu'est-ce qui se passe si on veut faire une scène de sexe qui soit réussie pour ne pas avoir ce fameux prix déshonorant de scène de sexe ratée? Parce que le ratage, en soi, déjà, c'est une valeur normative appliquée non seulement sur la littérature, mais sur le sexe. Hein. Donc, tout ça, ça peut se discuter. Mais qu'est-ce que ce serait dans ce cas-là, ce que l'on considérerait comme une scène de sexe réussie? J'ai pas vraiment de réponse. Par contre, je peux dire ce que je peux en imaginer. Alors, j'avais fait des recherches il y a quelque temps parce que c'était un morceau de cours que j'avais fait pour mes étudiants. Ça s'appelait Comment savoir s'il y a anguille sous roche, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe en littérature. Voilà, parce qu'il faut s'amuser.
Et donc c'était bah, les périphrases, les motifs, la façon de vivre qui est différente au 18e, 19e, etc. Enfin vraiment toute une liste de points comme ça pour se rendre compte, pour que eux décryptent des scènes de sexe, parce que j'avais quand même des déconvenus, des collègues aussi, avec notamment les liaisons dangereuses, des sous-entendus qui n'étaient pas compris, parce qu'ils n'avaient pas les codes, donc je leur ai donné les codes. Mais ça marche pour élucider les liaisons dangereuses, ou pour élucider le rouge, ou pour piger ce genre de choses. Ça fait pas forcément des scènes de sexe réussies, en tout cas au XXIe siècle. Je suis pas sûre que le viol de Cécile de Volanges soit une scène de sexe très réussie. Déjà, je dirais qu'il faut que le sexe soit réussi pour que la scène soit réussie. Et là, en fait, ça pose pas mal de problèmes parce que, bon, ben c'est quoi du sexe réussi? On sait, ça va pas forcément dire orgasme, ça va pas forcément dire rapport toujours mutuel. En fait, je crois que c'est un rapport qui aura quelque chose de peut-être réaliste ou dans lequel on puisse se projeter. Donc, qui sera pas forcément trop poutré là-dedans. Dans un sens ou dans un autre. Et comment représenter un moment qui est du côté de l'indicible? En plus, il y a plein de gens qui parlent pas pendant le sexe, et puis si on fait que raconter ce qui se dit et pas ce qui se fait, eh ben on passe quand même à côté de la moitié du propos, si je puis dire. Donc, comment ça peut s'écrire? Parce que, évidemment, si on fait un film, bah, c'est facile, il suffit de poser la caméra. Enfin, c'est pas si facile que ça. Il y a des angles, il y a des points de vue, il y a plusieurs caméras, des choses comme ça. Mais bah, là aussi, c'est très codé. Et on peut choisir d'avoir tel et tel type d'angle pour avoir un effet, on va dire, esthétisant, un effet horrible pour qu'il n'y ait pas d'empathie et que l'on ait une vision horrifique. C'est le cas dans L'amour violet de Yannick Bellon. C'est la scène qui se déroule, elle peut se trouver dans un porno, mais elle ne sera pas filmée de la même façon dans un porno. Et là, Jean-Luc Godard avait tort, et merci Yannick Bellon, et vous savez qu'elle a disparu il y a peu de temps. Ah, mais la scène de viol dans L'amour violet, c'est une scène abominable, qui est faite pour être abominable, mais en même temps sans en rajouter. Parce qu'on n'est pas chez Noé, c'est pas irréversible, c'est pas de l'horreur outrée, c'est horrible parce que c'est réaliste et tourné comme un truc réaliste. Mais est-ce que pour le coup le sexe est forcément représenté de façon réaliste et entre personnes que l'on pourrait croire réelles? Bah non, absolument pas, pas forcément. Et c'est là que ça devient peut-être aussi plus compliqué. En tout cas, moi je crois que quelque chose qui va pas être complètement monocorde, ça va déjà marcher au niveau du registre. Plutôt pas trop mal. Quelque chose qui va pas forcément non plus jouer du gros plan, ça peut quand même aider, mais ça ne veut pas dire non plus ne pas mentionner le corps, hein, bien sûr, parce qu'il faut que le corps existe, puisque c'est ce corps en jouissance qui est représenté. Mais en fait, ce sont des hypothèses, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. On peut avoir des scènes de sexe entre animaux ou créatures fantastiques. Je crois qu'il y avait une scène de copulation d'escargots dans un Bernard Werber. Bon, on n'a pas beaucoup de porno d'escargots, quoi. Voilà. Mais c'était vraiment une scène de sexe. Ça, il n'y avait pas de doute. Je sais pas, ça doit être dans Les Fourmis ou un truc comme ça. Ça date, hein, comme souvenir, ça date vraiment. Je pensais pas citer Bernard Werber sur cette chaîne. C'est fait. Et chez Volodine, ça se passe avec des créatures qui elles-mêmes vont être fluides et qui peuvent se désincarner, c'est-à-dire plutôt s'incorporer dans d'autres corps et changer de genre par là. Mais qui vont garder une mémoire de leur âme d'avant et dans un espace-temps narratif qui court sur des millénaires et globalement sur la planète, ou en tout cas de très vastes zones, rarement représentées. Il existe des textes de coït dans l'espace. Bon, j'imagine que ça a dû arriver à des gens, pas forcément beaucoup parce qu'ils sont quand même surveillés, mais en tout cas on peut parfaitement imaginer, écrire, et c'est fait, des scènes de sexe dans l'espace, du porno martien, tout ça c'est possible. Voilà. Mais en fait, c'est pas tellement le réalisme, c'est pas celui de ce qui est raconté, c'est pas le thème ou les personnages. Ça va être plutôt donc dans cette question du registre, et après, en fait, je crois que ce qui fait une bonne scène de sexe, c'est le rythme. Alors, franchement, ça peut. Mais
en littérature, j'ai quand même l'impression que, peut-être parce que l'identification ne va pas être aussi immédiate que dans le rapport visuel, qu'il vaut mieux que ça passe par quelque chose qui sera, je dis pas plus doux, mais plus insinueux. Avec des images, évidemment, répondant au sujet. C'est-à-dire, enfin, bon, Et ça, c'est un truc qui me semble fonctionner assez bien. Alors, d'autres points. On n'est pas obligé d'avoir toujours un rapport phallocentré. Mais je n'ai pas lu le livre de Martin Page, dont François a parlé il y a quelque temps. Bon, ça fait partie aussi des questionnements féministes. Évidemment que les rapports ne sont pas forcément phallocentrés, même entre femmes. Évidemment que la pénétration n'est pas une obligation, etc., etc. En fait, finalement, ce n'est même pas forcément tellement l'acte que la situation sexualisante, érotisante qui va peut-être fonctionner. Et en tout cas, je trouve intéressant de sortir littéralement, ça ouvre des espaces, hein, et politiquement aussi, mais de ces situations complètement phallocentrées, etc. J'avais un peu regardé un forum de nouvelles érotiques d'amateurs, hein, en ligne, je sais plus comment j'étais tombée là-dessus. Et en fait, c'était... on se rend compte, elle est toujours très belle, parfois lui il est très beau mais il a surtout un gros pénis, il y avait quelques histoires avec des femmes, il y avait souvent un mec derrière qui regardait ou quelque chose comme ça. Et puis, on va faire du bateau, on va faire du vélo, ou on se retrouve comme ça, et puis on décrit la pénétration elle-même. Bon. Et donc ça rentre plus ou moins bien. En général, ça rentre bien. Il y a quand même des attentes lectoriales assez codées. Mais bon, les situations, elles variaient, mais clairement, le schéma narratif, il était ultra stéréotypé. C'était hyper rigolo. Et après, ça devait être excitant, puisque c'était fait pour ça. Alors, est-ce qu'il faut forcément de la surprise dans ces choses-là? Je suis pas sûre. Évidemment que non. Bon, hein, on change pas, on fait pas une révolution quand on se fait au plumard, ou pas à chaque fois, ou c'est compliqué. Et en tout cas, ça fait partie des grandes questions féministes. Bon, est-ce qu'il peut y avoir du sexe égalitaire? Comment ça se passe? Comment on fait? Comment on renouvelle un peu tout ça? Donc c'est pas si simple. J'ai l'impression qu'une moto est en train de passer le mur du son. Donc ces choses-là, elles sont complexes. Et donc, voilà, pas forcément de pénétration, pas forcément un couple hétéro, comme femme. Même dans ce cas-là, on n'est pas obligé de le dire avec les mots qui ont déjà tant servi. Pourquoi parler de pénétration? On peut parler d'enveloppement, et on change la perspective. Par exemple. Et ça fait partie des possibilités donc lexicales, et même, on peut aller plus loin, un peu stylistiques, même thématiques, qui peuvent, pas révolutionner, mais amener, ou qui ont déjà amené, parce que je suis pas très bonne dans ce genre de littérature, mais un renouvellement assez intéressant. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène de Frères sorcières. Je suis page 256. Alors c'est compliqué à repérer parce que là c'est un personnage qui se fait appeler Bella Ciao, qui retrouve un autre personnage qui est Jean Austenloy, je prononce mal, et en fait quand elle le rencontre, on apprend, parce qu'on est du point de vue de Bella Ciao, qui vient déjà de changer de corps, etc., qu'ils se sont connus il y a plus de 7000 ans, et qu'ils se sont séparés ennemis. Et donc, en fait, ils se retrouvent et ils se rapprochent à nouveau. Et ils vont sur une plage noire. Tac, tac, tac. Alors, où est-ce que je commence? Parce que ces phrases sont tellement longues. Ouais, donc un peu plus haut. C'est une seule phrase. Alors, je vais retrouver quelque chose, j'aurais mieux dit préparer cela. Bon, on va l'attraper en cours de route. Car devait-il, disait-il avant de la rejoindre, il devait, sceller par de formidables sortilèges les entrées de la route secrète qui menait à la plage. Donc là, je suis page 255.
On est chez Seuil. Et pour ce faire, détruire derrière lui toute trace de leur passage, incendier tous les motels, toutes les écoles, toutes les rues et avenues des cités où l'un comme l'autre avait posé le pied. Et bien entendu, trucider avec soin, mais je vous jure que ça va être bien après, avec soin tous les témoins mâles et femelles de leur existence, ce qui exigeait de la minutie, une connaissance exhaustive de l'histoire privée contemporaine et une considérable dépense d'énergie, et certes un assez long laps, elle l'attendit, cette arrivée, un jour et une nuit, pour commencer. Puis elle se fit à l'idée que là-bas les choses prenaient du temps, et que le scellement des entrées n'était peut-être pas, en dépit des immenses pouvoirs de Jean Ostalnoy, une entreprise facile. Ce pourquoi elle attendit encore un jour et une nuit, puis une demi-lune, puis une grappe de semestre, puis plusieurs décennies. Il est vrai sans impatience, car elle se délectait en permanence de l'extrême beauté du paysage, dont l'austérité pénombrale lui convenait, et entretenait avec la mer de vigoureux dialogues, répondant aux écroulements rythmés des vagues par des fragments de cant-opéra, des antiennes à 9 voix, des graduels surréalistes, des barcaroles sorcières et des chants de marins. Mais toujours elle maintenait en elle une vibration de vigilance, et, quand enfin Jean Ostalnoy arriva, elle l'accueillit, certes, par des paroles de bienvenue, et, sentant une onde de sensualité monter en elle, elle lui proposa de s'installer avec lui sur une couche de basalte d'où il pourrait dominer les flux et les reflux et jouir sexuellement l'un contre l'autre sans être importuné par les jaillissements d'écume. Certes, elle se rendit aussitôt charmante et disponible à ses assauts, mais elle restait blindée contre toute attaque physique, mentale ou magique, et elle lui dit « Moi, Bella Ciao, je t'ai attendu sur cette plage noire, sans une seconde remettre en cause ta parole de t'y matérialiser à ton tour. Et pendant toutes ces décennies, sans me morfondre, je me suis tellement bien entendue avec cette extrémité noire de l'univers que j'ai peu à peu compris que j'étais partie intégrante du paysage, aussi fermement soudée à l'image que pouvaient l'être les eaux mouvantes et les roches. Et il est indéniable que, pendant un temps, tu n'auras pas ici le même statut que moi, et peut-être que le vent et le ciel mettront plusieurs lunes ou plusieurs cycles lunaires avant de ne plus te considérer en intrus. Et il ne s'offusqua pas. Tenant compte du bien fondé de sa déclaration, il eut conscience qu'entre eux quelque chose s'était déconstruit. Et il le lui fit remarquer et s'engagea à tout faire pour que leurs si belles amours refleurissent et s'éternisent. Et, joignant le geste à la parole, il la caressa jusqu'à l'extase. Puis, durant quelques semaines, ils se livrèrent à de fantastiques galipettes, ne mettant fin aux orgasmes que lorsque la mer asphalteuse les recouvrait et les obligeait à cesser de s'interpénétrer et de s'internouer. Et, quand il eut ainsi amolli ses défenses, il la serra sur lui encore toute pantelante et dit « Néanmoins, comme ici, nous reprenons tout à zéro, j'aimerais t'entendre prononcer le nom que tu portais ici. Quand nous nous sommes rencontrés la première fois, demande qui immédiatement l'alerta, car elle savait que dévoiler son nom d'autrefois en lui, faisant face, équivalait à se placer en situation d'infériorité, comme elle avait failli l'être 7 fois 12 000 ans et 13 siècles plus tôt. Pas 7, 12 000. Et cette prière qu'il me répétait à l'oreille sur un ton presque suppliant d'amant ivre de volupté et de tendresse, d'amant comme soumis à son bon vouloir, sonnait sous son apparente douceur nostalgique comme une impérieuse exigence, et, refusant une fois de plus de satisfaire à sa requête, elle prétendit que sa mémoire sur la question était brouillée et que, dans la très longue liste de ses existences antérieures et de ses métempsychoses, certains noms s'étaient tassés l'un dans l'autre et confondus, au point que certaines appellations comportaient à présent plusieurs dizaines de syllabes et étaient peu fiables. Et il eut un mouvement de dépit, sans cependant insister ni faire de commentaires, suite à quoi ils restèrent tous deux sur le rivage, comme saisis d'une bouderie et d'un mutisme hostile, et, tandis que les jours passaient sans que l'un ou l'autre prît la parole ni engageât vers l'autre le moindre geste de réconciliation, ils se livrèrent à une contemplation commune de paysages grandioses, recevant avec bonheur et comme en dehors de tout souci mortel, comme en un rêve tranquille et sans fin les coups de vent noirs et les embruns noirs, écoutant la basse continue de la houle noire, les avancées puissantes et les reculs tumultueux des vagues noires, sentant au-dessus de leur tête peser la voûte formidablement bitumineuse qui faisait sur le monde office de ciel, refusant toute idée de sommeil afin de ne pas gaspiller, dans des visions oniriques, leur faculté d'admiration.
Et d'ailleurs, non seulement ni lui ni elle n'avaient l'habitude de dormir, mais de plus, chacun se rendait compte que l'assoupissement pouvait favoriser une attaque de l'autre, et une perte de contrôle de soi qui, dans une bataille, risquait d'être fâcheuse et difficilement rattrapable, car, à présent, le silence qui avait suivi la proposition de Jean Stalnoy et son refus par Bella Ciao devenait aigre. L'idée d'une bataille rodée, ils se plaçaient dans une relation qu'ils avaient connue déjà 7 fois, 12 000 ans et 13 siècles plus tôt, lorsque leur alliance était fissurée puis fracturée après une somptueuse, une volcanique période d'union érotique. Et ainsi, ils s'en hargnèrent l'un contre l'autre sans prononcer une parole. Et, tandis que Jean Stalnoy faisait ressurgir de ses lointains territoires mémoriels à la fois sa honte de ne pas avoir sauvé les 7 frères Corbeaux quand ils s'affrontaient désespérément à celle dont il voulait aujourd'hui entendre prononcer le nom, afin que les syllabes barbares qui le composaient lui empoisassent la bouche et lui ralentissent l'accès aux malédictions foudroyantes qu'elle connaissait, et qu'il pût profiter de cette provisoire faiblesse pour abattre sur elle toute la puissance de ses propres clameurs sorcières, et les racines de la vilaine colère qu'il avait saisie lorsque, à la fin de leur idylle déchaînée, il avait dû admettre qu'elle avait toute chance de le vaincre, et se retirer, et disparaître en émettant à son encontre une fatwa terrible, mais que des dizaines de milliers d'années avaient condamné à n'être que vaine palabre, tandis qu'il ruminait ainsi et s'assombrissait, Bella Ciao de ce compte, etc. Puis j'arrête parce que sinon, je vous lis tout le livre. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Pourquoi j'ai trouvé que ça marchait? Le passage n'est pas très long, j'ai été étonnée parce que, en le relisant, parce que dans la tête, c'était beaucoup, beaucoup plus vaste. Et en fait, c'est beaucoup plus vaste parce que ça commence bien avant la mention des fantastiques galipettes. Galipette, ça fait partie des ruptures de registre. C'est un mot coquin. C'est pas un mot sublime. Le reste du passage, c'est du sublime. Donc on a comme un genre de changement de registre à ce niveau-là. On a en plus des ruptures narratives, puisqu'évidemment, il n'est pas là, elle est seule, il est là, les fantastiques galipettes, les orgasmes et la mer, le silence, et il se prépare à la lutte. Et après on aura la lutte, qui sera évidemment le pendant de cette union érotique. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, changement de genre, changement de personnage, parcours à travers les siècles. Ça, c'est extraordinaire. J'ai l'impression que Volodine, c'est comme du Michelet littérarisé. Mais ça, je vais y réfléchir pour en faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Elle-même, seule, est dans l'admiration du paysage. Un paysage immense, noir, les vagues noires, etc., dans lequel elle s'intègre, avant que lui-même ne finisse par s'y intégrer à son tour, et il sera moins intégré qu'elle-même ne l'est. Alors il s'agit peut-être d'un stéréotype sur femme nature, c'est pas franchement le cas, je pense. Ce qui est intéressant, c'est déjà en fait temporellement justifié. Elle était là, il n'y était pas. Et en plus, les personnages vont régulièrement changer de corps et donc de sexe biologique. Mais encore. Et donc le genre, c'est compliqué dans ce cas-là. Et c'est, la question du genre est justement vraiment intéressante chez Volodine, mais ça, il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui se passe encore? On va avoir, en plus, en fait, le mouvement de la mer. Bon, la mer comme symbole érotique, parce que les flux et les reflux, ça en plus c'est tellement cliché, flux et reflux, mais c'est un cliché qui fonctionne. On l'avait chez Ronsard, on l'avait avant, enfin c'est... Parce que vous avez le mouvement de la mer, vous avez le balancement de la mer, et bien sûr vous avez le fluide. Donc vous êtes dans des images qui vont évoquer le rapport sexuel, mais... Et donc un rapport sexuel qui en fait ici est, pour ainsi dire, agenré. Ou complètement genré, mais avec tous les genres en même temps. Mais qui, en fait, par une figure d'hypalage, se fait dans le paysage et dans l'intégration du personnage au paysage, donc du personnage de Bella Ciao, avant de se faire entre les personnages. Ce qui donne cette impression que j'ai eue d'un rapport sexuel bien plus long et qui en plus atteint une dimension cosmique, puisque cette intégration du personnage, elle précède une interpénétration des deux personnages dans ce qui est le coït véritable du texte. C'est-à-dire que ces jeux de balancement entre microcosme et macrocosme, ils sont déjà là. Ils apparaissent en plus par les phénomènes d'échange de vocabulaire entre, on va dire, en nature-culture, le ciel bitumineux. Matière, mais enfin. Le vigoureux dialogue. La vigueur, c'est la virilité. Donc les écroulements rythmés des vagues, donc il y a une scansion de toute façon de la phrase de Volodine, une phrase très longue, et puis donc il suit comme ça le rythme
de l'action, mais qui en même temps va précipiter les temps. Et ça, c'est intéressant, parce que le rapport sexuel réussi, c'est un rapport qui donne l'impression de sortir du temps. Donc, les jeux temporels, enfin, les phénomènes d'emboîtement d'échelle temporelle que l'on trouve dans la plupart des livres que j'ai en tout cas pu lire de Volodine, et qu'on a dans Frères Sorcières, ils sont particulièrement propices à ça, à représenter ce genre de scène qui peut fonctionner comme ça, comme des nœuds temporels. Le paysage répond à leur étreinte. On le voit avec le groupe nominal Les Jaillissements d'écume. C'est une magie éjaculatoire. Là encore, c'est pas forcément masculin, l'éjaculation. Et en même temps, et c'est là où on peut voir en fait qu'il y a à mon sens une scène qui littérairement est parfaitement réussie, pour un coït qui ne l'est pas intégralement, en tout cas il finit sur le mutisme et l'hostilité, c'est qu'à l'intérieur même de ce rapport, il y a déjà cette lutte passée et à venir qui est bien présente. Alors je ne sais pas tellement comment le poursuivre, parce que bon, le rythme très lent avec des effets de montée. Donc je ne peux pas parler de période, on n'est pas dans de la rhétorique classique, traditionnelle, mais on a en fait vraiment ces effets de groupe croissant qui permettent des effets de montée qui vont être mimétiques du rapport sexuel, mais d'un rapport sexuel qui se fait cosmique, parce que finalement ce qui est raconté, c'est pas le monsieur a mis son zizi dans la dame, c'est la sensation de ce rapport et sa signification d'un point de vue cosmique. Et c'est là, en fait, où l'hypalage fonctionne, et n'est pas une figure, mais a une fonction, en fait, ontologique. Ça montre ce que sont les personnages à ce moment-là, et ça correspond aux identités fluides, on va dire, pour être simple, et fracturées dans le même temps, des personnages de Volodine. Bon, c'était des petites esquisses sur des questions que je trouve intéressantes, sur lesquelles je vais continuer à réfléchir. Si vous avez des références à m'envoyer pour que je lise des textes pour cet été, coquins ou qui en parlent, vous mettez ça dans les commentaires. On en discute. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous aura intéressé.